Jeudi dernier, à 12h53, Michael H., agent administratif de la DRPP, la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris, s'élance dans une entreprise funeste en assassinant 4 de ses collègues et en blessant une autre grièvement, désormais hors de danger. À 13h00, après 7 minutes de folie, un gardien de la paix stagiaire depuis 6 jours abat de 2 coups de feu Michael H. dans la cour de la préfecture, en plein centre de Paris. Michael H. était un homme âgé de 45 ans qui était agent administratif et donc plus précisément informaticien au sein de la préfecture de police de Paris. Et lui, il travaillait au service donc de la direction du renseignement. Donc à noter que la préfecture de police de Paris et donc du coup son service de la direction du renseignement, ils ont un statut un petit peu spécial en France et leur activité ne s'applique qu'à Paris et l'Île-de-France. À noter qu'en France, la préfecture de police a un statut très spécial parce qu'en fait il n'en a que 2. Donc la préfecture de police de Paris qui existe depuis des siècles et la préfecture de police des Bouches-du-Rhône qui existe depuis seulement 7 ans, donc c'est-à-dire que jusqu'à 2012 c'était carrément un statut qui était unique. Et la préfecture de police, elle ne relève pas du tout de l'autorité de la DGPN, donc la Direction Générale de la Police Nationale, qui supervise toutes les actions de la police nationale. Michael H, lui, donc, il travaillait donc à la Direction du Renseignement, donc la DR de la PP, la Direction du Renseignement de la préfecture de police de Paris. Et donc du coup, c'est encore une fois un statut un petit peu spécial, puisque cette Direction du Renseignement, elle a échappé à toute la fusion des renseignements généraux qu'il y a eu ces dernières années, du fait de son statut parisien. En effet, la préfecture et ses renseignements, ils se concentrent, comme j'ai déjà dit, sur Paris et l'Île-de-France, et cette direction du renseignement, elle a un rôle prépondérant dans la lutte contre le terrorisme, et d'ailleurs, suite aux attentats qu'il y a eu en 2015, ses effectifs ont été renforcés. Pendant plus de 24 heures de flou, durant lequel le parquet de Paris s'est saisi de l'enquête pour homicide volontaire, Christophe Castaner s'est encore exprimé, et il a déclaré que cet individu n'avait jamais présenté le moindre signe d'alerte ni de difficulté comportementale. Et pourtant, le lendemain, vendredi soir, donc, le parquet national antiterroriste se saisit de l'enquête pour, je cite, tentative assassinat et tentative d'assassinat sur personne dépositaire de l'autorité publique en relation avec une entreprise terroriste, et également pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Et donc le lendemain, Jean-François Ricard, donc qui est le procureur du parquet national antiterroriste, s'est exprimé lors d'une conférence de presse et il a confirmé, avec les premiers éléments de l'enquête, il a confirmé la piste terroriste. Donc la piste terroriste s'est confirmée, alors je vous parle, elle est même privilégiée et ça paraît évident qu'il s'agit d'un acte terroriste, notamment du fait par exemple qu'il avait une approbation envers les attentats de Charlie Hebdo, ou également l'étude de son téléphone qui apparemment révélerait des contacts salafistes. Alors attention, pas d'amalgame, j'ai vu dans beaucoup d'articles et tout, etc. que presque c'était utilisé comme argument qu'il s'était converti à l'islam. Ça veut pas dire qu'on s'est converti à l'islam, ça veut pas forcément dire qu'on est salafiste. La prise de parole de Christophe Castaner, elle fait encore une fois débat, puisqu'on peut quand même se demander comment Castaner, qui est ministre de l'Intérieur, je le rappelle, et qui est responsable de la sécurité intérieure du pays, qui doit sûrement être la personne la plus au courant de France, comment il peut affirmer de telles choses pour être contredit quasiment aussitôt. Un problème d'autant plus surprenant qu'il est récurrent, puisque Christophe Castaner commence à se forger une solide réputation pour ce qui est d'une communication pour la moins désastreuse. Rappelez-vous son inébranlable déni des violences policières lors des actes gilets jaunes. Moi je ne connais aucun policier, aucun gendarme qui est attaqué des gilets jaunes. Non, ça c'est faux. On a également l'épisode de la Pitié-Salpêtrière où des manifestants étaient venus se réfugier dans l'hôpital pour échapper au gaz lacrymogène. Christophe Castaner avait défini cette intrusion comme une attaque du personnel soignant. Ou bien sûr, dans l'actualité récente, un Castaner qui s'était rendu sur le site où a lieu l'incendie, sur le site de Lubrizol, il avait déclaré qu'il n'y avait pas de danger particulier quant aux fumées et aux retombées éventuelles. On ne sait pas exactement si on doit parler de maladresse, d'incompétence ou de mensonge d'État carrément, mais en tout cas, ce manque de vérité-là, il fait clairement le jeu de la peur, le jeu de la tension et surtout le jeu du complotisme. Pour évoquer le deuxième gros problème, je vais vous rappeler une histoire pas très joyeuse, l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray où Abdelmalik Petitjean et Adel Kermiche avaient assassiné un curé donc dans l'église de la commune. C'était le 26 juillet 2016 et donc début 2018, Mediapart avait sorti une enquête qui révélait de graves dysfonctionnements au sein même donc de la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris. Dans la DRPP, il y a un groupe qui s'appelle le GIP, le groupe informatique et procès, je sais même pas si ça se prononce comme ça, mais en tout cas un brigadier au sein de ce service-là, 5 jours avant cet attentat-là, il découvre le profil d'Adel Kermiche sur une messagerie donc en ligne qui s'appelle Telegram, et donc clairement, directement, il observe des signes de radicalisation, mais également surtout Adel Kermiche exprime clairement qu'il va passer à l'acte. Le brigadier va donc rédiger une fiche GESTER, gestion du terrorisme et des individus à potentialité violente, mais comme je vous l'ai dit plus tôt, la DRPP elle ne s'occupe que des cas en Île-de-France, et donc là il s'agit d'un cas en banlieue de Rouen.
Donc c'est-à-dire que ils vont devoir transmettre la fiche à un organisme compétent, en l'occurrence la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Et c'est là où commence le problème, parce que la fiche elle va se perdre dans des procédés administratifs qui sont d'une longueur innommable selon plusieurs sources internes qui sont citées dans l'enquête de Mediapart. Un seul des 5 supérieurs qui est censé superviser cette fiche pour décider de l'envoyer est présent et il est complètement débordé après un Euro de foot qui était sous tension, et ces faits-là interviennent seulement une semaine après les attentats de Nice. La note se perd donc, et après les attentats, la direction du renseignement est complètement en panique et décide donc de post-dater cette fiche Gester, donc c'est-à-dire de publier une date qui est postérieure aux attentats pour se dédouaner de toute responsabilité dans la mort du prêtre Hamel, qu'ils auraient pu clairement éviter. Voilà, donc on commence un petit peu à capter le caractère très flou qu'il y a autour de cette DRPP, et à noter également qu'après 5 mois d'enquête de l'IGPN, donc on commence à bien la connaître, qui avait confirmé l'enquête de Mediapart, le parquet a décidé de classer cette histoire sans suite. Si la déclaration hâtive de Castaner qui est tant décriée a bien un mérite, c'est de souligner le fait que le dossier administratif de Michael H ne révélait absolument rien de grave, alors que pourtant les témoignages et surtout les éléments de l'enquête viennent prouver le contraire. Comment un membre de la direction du renseignement a pu se radicaliser au sein même des locaux en montrant des signes de sa radicalisation, puisqu'il y avait une altercation avec des collègues au sujet donc des attentats de Charlie Hebdo. Comment il a pu se radicaliser au sein même de locaux qui sont censés repérer et traquer les terroristes? Au-delà des dérèglements notoires de ce service de renseignement qui cristallise toutes les critiques, on peut quand même commencer à s'inquiéter quant à ce que Michael H a pu faire dans ses locaux, puisqu'on sait qu'il était radicalisé et en contact avec des salafistes, et on a découvert sa clé USB donc à son travail, et sur cette clé USB là, il y avait de la propagande salafiste, mais également des coordonnées personnelles sur ses collègues. Donc quand on sait qu'il était en lien avec des salafistes, on peut vraiment s'inquiéter, et ces premiers éléments de l'enquête et de l'analyse laissent vraiment entreapercevoir le pire. Un des autres graves problèmes dans cette histoire, c'est cette habilitation secret défense. Ce problème-là, il est souligné par Christian Cambon, qui est sénateur Les Républicains, et qui est surtout président de la commission parlementaire du renseignement, qui va donc enquêter sur cette histoire, et qui a auditionné dans ce sens-là Christophe Castaner mardi matin. On s'interroge sur les conditions d'obtention de cette habilitation, et surtout sur la durée qu'il y a entre les renouvellements, c'est-à-dire qu'il y a une durée entre 2 renouvellements d'habilitation secret défense. Il y a 5 années, c'est énorme et c'est absolument suffisant pour qu'un individu passe toutes les étapes de la radicalisation jusqu'au passage à l'acte. Tant de questions qui restent en suspens et qui renforcent le caractère brumeux de cette histoire. Aussi bien le gouvernement que les médias ont été très flous et on a eu beaucoup d'informations contradictoires. En tout cas, les 3 pouvoirs ont lancé des enquêtes, le pouvoir judiciaire via le parquet national antiterroriste, on a également le pouvoir législatif à travers cette commission parlementaire du renseignement, mais également une commission d'enquête qui sera lancée la semaine prochaine, et enfin pour le pouvoir exécutif, il a commandité 2 enquêtes auprès de l'ISR, qui est donc l'inspection des services du renseignement, qui est un service qui n'existe que depuis 2014 et qui donc a une expérience quasi nulle. En tout cas, on espère que de toutes ces enquêtes, la vérité va réussir à jaillir et que pour une fois, le jeu des contre-pouvoirs va réussir à s'exercer et surtout que des solutions soient proposées.